Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne l'ingénieur Abdel Nasser Taha, expert en économie. Monsieur Abdel Nasser Taha, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. En fait, c'est un projet ambitieux, non seulement au niveau social, mais au niveau économique. C'est un projet qui a besoin d'acteurs avec l'État, un projet qui a besoin d'un fonds énorme et d'un plan en plus, et la mise en exergue prendra plusieurs phases. Tout d'abord, quels sont les acteurs qui se tendent la main dans un projet pareil, le projet de vie décente, outre l'État et le gouvernement? Au début, merci pour ce dossier est vraiment très sensible et de très grande taille et très lourd dans l'exécution et pour le gouvernement et pour l'État et pour le peuple en même temps. Je voulais dire au début que depuis quelques années, quand on discutait le problème de réseau sanitaire, on découvrait que les grandes villes sont couvertes de presque 90% des grandes villes en Égypte sont couvertes par des réseaux sanitaires. Au contraire, les villages, la couverture des réseaux sanitaires ne dépasse pas le 15% jusqu'à 20%. Et c'est une catastrophe. On disait en ce temps que pourra être le coût pour créer ces réseaux qui sont dans des régions très étendues et très difficiles à faire. Et les chiffres étaient choquants parce qu'on disait que ça dépasse les 300 milliards de livres égyptiens. Donc ce dossier, à ce temps-là, personne n'avait le courage de dire qu'on pourrait ouvrir ce dossier et avoir un plan avec cette couverture de coûts incroyable. Maintenant, c'est vraiment pour moi, comme dans le domaine urbain et économique, je suis vraiment choqué, je suis vraiment très très content comment on a aujourd'hui le courage d'ouvrir un tel dossier qui est vraiment très compliqué, très grand et très lourd de point de vue économique. Mais le message principal, c'est que l'État maintenant investit dans la qualité de vie du peuple, des Égyptiens, et c'est pas justement dans les grandes villes ou les nouvelles villes. C'est vraiment la troisième phase, c'est le paysage et les petites villes et la majorité du peuple égyptien. Ceux qui doivent avoir une participation et être partenaires dans ce dossier, c'est tout le monde. Pas justement l'État. L'État va mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'économies, beaucoup de dépenses, mais l'infrastructure, c'est une responsabilité aussi au secteur privé, et dans tous ceux qui travaillent dans le secteur privé, de tous les points de vue. C'est pas justement que l'État a commencé, mais on doit avoir des projets vraiment très très grands, de très grande taille, pour diminuer la pollution et augmenter la qualité de vie pour ces gens et pour le paysage égyptien étendu partout. Je crois que les banques, les sociétés privées, les NGO, les boîtes de finances et tout le monde doit participer dans ce projet dans toutes les directions, surtout avec le développement durable, le très grand plan de développement durable, où je crois que si on réussit à accomplir 50%, juste 50% de ce dossier, ça sera un record mondial. Il ne s'agit pas seulement des villages, mais aussi les bidonvilles qui constituaient un noyau désolant à un moment donné, étant donné que ces bidonvilles étaient surpeuplés, c'était dangereux en tant que bâtiment, en tant que logement, et aussi, enfin, les gens s'entassaient d'une manière très malsaine, même au niveau sécuritaire. Donc, l'État a procédé depuis 2016 au relogement des habitants de ces bidonvilles. Où en sommes-nous quant à ce projet grandiose? Je crois que juste les 2 dernières années, l'État a fini presque 90% ou 100% le développement des bidonvilles dangereux.
et c'est la plus grande partie qui devait être résolue et c'est presque terminé. Maintenant, l'Égypte est très proche d'avoir des bidonvilles, zéro bidonville dangereux. Les autres bidonvilles, c'est un traitement de l'habitation, de qualité de vie, de l'infrastructure, mais c'est beaucoup plus simple que le projet essentiel dans tous les villages. Les villages sont au moins 100 fois plus grands que les bidonvilles autour des grandes villes. Je crois que maintenant, le projet, ça fait partie toujours d'avoir des solutions pour les bidonvilles. Et comment est-ce que l'État compte procéder? Je veux dire, tous les villages restants et avec force, il s'agit là de remédier à tous les problèmes d'infrastructure, de santé, d'enseignement et autres. Par quel ordre? Qui sont les villages les régions et les villages prioritaires? La qualité urbaine des bidonvilles est concentrée dans des régions où, si on veut, par exemple, résoudre la pollution, qui est le problème essentiel, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a de très grandes concentrations de population dans des régions spécifiques. Mais le paysage, c'est le contraire, c'est étendu. On ne peut pas, les coûts de construire des réseaux sanitaires à très grande taille, à des distances qui sont très étendues, et avoir un traitement et une unité de traitement, c'est 10 fois plus difficile, 10 fois plus coûteux. C'est ça la différence entre les bidonvilles dans les villes existantes et le paysage. Non, je veux dire, concernant le plan de l'État, comment l'État compte procéder? Je veux dire, qui sont les villages prioritaires? Par quelle région commencer? Par quelle zone? J'ai pas d'informations pour répondre à ces questions parce que je ne connais pas le plan Maintenant, ce qu'on connaît, que le dossier est ouvert partout et maintenant on crée le fonds pour couvrir ces dépenses. Mais l'État n'a pas annoncé le plan total de la solution. C'est étendu pour 3 ou 4 ou 5 années, ça va prendre beaucoup de temps, mais on n'a pas un plan défini que je peux dire personnellement que je le connais. Je crois que ce n'est pas construit à 100% jusqu'à présent. Évidemment, l'initiative Vie décente fait partie du plan de développement durable 2030. Comment évaluez-vous l'économie égyptienne à l'heure actuelle, à la lumière de la pandémie, alors que l'Égypte a été désignée comme pays émergent ayant accompli énormément de progrès, ayant réussi à sauvegarder ou à garder sa croissance économique? Depuis 5 ans, par exemple, on disait que l'état économique était catastrophique. Et on avait des plans énormes. Mais depuis 2-3 ans, les plans sont devenus des réalités. Des réalités sur Terre. Les grandes villes ont été construites et l'économie a dépassé la croissance pour être autour de 5%. Et on a été affecté par le Covid et même avec la crise Covid, la performance était incroyable. Vraiment très exceptionnelle par rapport aux autres pays qui ont une économie qui est très forte. Mais maintenant, la performance aujourd'hui de l'économie égyptienne est vraiment exceptionnelle. L'Égypte est pris avec une grande base d'infrastructures, de législation, de support présidentiel, de plans avec le gouvernement qui sont étendus. Je crois qu'on a une très grande base pour attirer les boîtes d'investissement étrangers. Nous sommes presque le point très clair pour les fonds d'investissement en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Le pays est vraiment très grand, très fort et on a besoin de tout. Je crois que l'Égypte maintenant peut commencer un état économique historique qui n'avait jamais été à telle force et à telle performance. Oui.
il faut dire qu'un plan aussi ambitieux, aussi prometteur et aussi grandiose comme Vie décente nécessite énormément de fonds et des chiffres énormes. Quels sont les points forts de l'économie égyptienne susceptibles de soutenir la mise en exergue d'un tel plan? Il y a un terme, on dit la base économique, la base du marché. La base du marché que la population essentielle dépasse les 100 millions. Donc le marché égyptien simplement est un marché énorme pour tout type d'investissement, de produits, de services. Et ça, c'est une base attractive à n'importe quel type d'investissement, d'avoir une population énorme par rapport à notre entourage. Et la croissance du peuple aussi est presque 2,5 millions par an. Et c'est vraiment énorme. Donc la base du marché est attirante. La puissance économique, la puissance politique, la puissance d'infrastructures qui ont été créées encourage tous les fonds, et on est au courant maintenant que beaucoup de fonds qui nous entourent dans les pays du Golfe et dans l'Europe cherchent à investir en Égypte de tout point de vue. Les recherches, les grandes boîtes de consultation qui donnent la consultation, les conseils aux grandes boîtes d'investissement travaillent beaucoup en Égypte pour répondre aux questions des investisseurs qui viennent de tous les pays dans notre entourage. Maintenant, je peux définir que la situation d'Égypte est vraiment très proche d'être un commercial hub, un point de commerce, de business dans la région très unique. Et c'est notre chance historique qui n'avait jamais été à telle force et à tel niveau. Docteur Abdel Nasser Taha, vous êtes analyste ou vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc les bidonvilles qui consistaient à un problème majeur tout au long des années précédentes, qui consistait à un noyau problématique au niveau du niveau de vie des personnes, au niveau de leur santé, au niveau de la sécurité. C'était des endroits qui étaient marginalisés, mis à l'écart de la société. Bref, des endroits et des quartiers qui n'étaient pas du tout vivables. Ces personnes ont été transférées et relogées dans des endroits où la vie a complètement changé, dans des complexes avec des prix symboliques. Et finalement, il y a eu des appartements et des unités de logement qui ont été accordées à la jeunesse à versement tout au long de 20 années avec des prix trop symboliques. Voyons les détails concernant la question des bidonvilles. En 2016, le gouvernement égyptien a commencé à mettre en œuvre un plan destiné à